un grand merci. Un grand merci d'être avec nous sur scène et d'accepter de partager tous tes secrets. Ravi d'être là. Ou presque. Alors, tu diriges le service e-commerce et omnichannel du groupe Kering, un groupe qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même. Alors, c'est un des plus grands groupes de luxe mondial avec des marques iconiques comme Saint Laurent, Gucci, Balenciaga. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton arrivée chez Kering? Alors, pour débuter au commencement, c'est-à-dire au début de ma carrière, j'ai débuté très très loin du monde du luxe, mais vraiment très loin. C'est-à-dire, je suis arrivé au groupe Printemps dans une filiale qui s'appelait Made in Sport, et qui commercialisait des articles de sport et des produits dérivés. Donc, on était plus sur du maillot de football ou de l'écharpe de supporter ou de la casquette qui fait bravo. Mais quelque chose qui était très centré, en effet, sur la passion de nos clients qui était forte. Et j'ai passé 8 ans là-bas, responsable non pas du e-commerce, mais de la vente à distance, ce qui montre que c'était il y a quelques années déjà, parce que le terme vente à distance est déjà loin de nous. J'ai passé après 4 ans au sein de Lacoste pour superviser le programme e-commerce, donc la roadmap et la plateforme au niveau global. 4 magnifiques années chez Lacoste pour arriver après au sein du groupe Kering il y a 6 ans pour prendre part à un programme de transformation autour de l'e-commerce et de l'omnichannel. C'est super. Et pourquoi avoir choisi ce virage vers le luxe? Est-ce que c'était un atout pour toi dans ton parcours? Alors, je ne sais pas si j'ai calculé le virage, en tout cas c'était une super opportunité. D'une part parce que j'avais une page blanche, et c'est assez rare de trouver des pages aussi blanches à noircir. Donc, en effet, on était dans un contexte où on arrêtait la délégation e-commerce avec notre partenaire, YOOX-Net-A-Porter, pour monter from scratch une plateforme, des équipes, les process, la logistique, le client service, etc. Donc évidemment, c'est un challenge énorme, qui plus est dans un groupe aussi séduisant que le groupe Kering. Tout à fait. Voilà. Et après, en effet, il y a des composantes qui sont très intéressantes. Le groupe en lui-même, on va en parler un peu. Le niveau d'exigence, si on le croise en effet à notre timeline qui était très court, c'était lancer une plateforme en 3 ans. Ce niveau d'exigence, il était évidemment très challengeant. On a essayé d'intégrer une dose d'agilité dans un monde où la perfection est quand même le maître mot. Et après, en effet, je retrouvais des composantes intéressantes sur la passion de nos clients qui connaissent finalement les produits aussi bien, voire mieux que nous. Rien ne les indiffère sur nos initiatives, et c'est quelque chose qui rendait le projet très excitant. Et après, il y avait une complexité à arriver à prendre en charge sur l'équilibre complexe à trouver entre une activité groupe et la collaboration avec les maisons. Super. C'est vrai qu'il y a un fort attachement émotionnel à la marque, et c'est très important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte de ton arrivée, le programme que tu as mis en place? Oui, donc il y a 6 ans de ça, comme je le disais, la délégation avec notre partenaire s'arrêtait chez YOOX-Net-A-Porter. Comme je le disais, la collaboration du groupe Kering avec ces maisons est vraiment très forte. Elle est encadrée par un framework qui veut qu'on serve, qu'on challenge et qu'on inspire nos maisons. Et là, en effet, on avait un terrain très intéressant avec un challenge de temps, je l'ai dit, et internaliser les activités e-commerce en priorité pour 4 marques du groupe. Donc Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen et Balenciaga. Le faire, comme je l'ai dit, en 3 ans, et arriver à s'aligner avec nos maisons sur les objectifs qui allaient justement driver ce programme. Et comment le scope initial du projet a été choisi? Alors, c'est une très bonne question. Aligner 4 marques n'est pas quelque chose de simple. Donc, on a défini 3 piliers clés pour driver ce programme et les choix qu'on allait avoir à faire. La timeline était courte et il fallait aussi savoir où on allait en termes d'objectifs business. Les 3 piliers étaient reprendre l'ownership sur la roadmap. C'était évidemment un objectif clair, accompagné par nos nouveaux partenaires techniques, mais construire quelque chose qu'on allait maîtriser end-to-end d'un point de vue process, mais aussi d'un point de vue roadmap. Le deuxième pilier était l'omnichannel. On passait d'un modèle délégation qui était une activité 100% e-commerce, et on ouvrait des perspectives différentes sur l'omnichannel. L'idée, c'était ici d'augmenter la contribution de l'omnichannel, c'est-à-dire la participation du client service et de nos stores à l'activité online. On partait de zéro, et l'accélération a été exponentielle après le programme. Et le dernier pilier était la profitabilité.
switcher d'un modèle de délégation à un modèle où on maîtrisait la plateforme se faisait évidemment avec des objectifs pour augmenter la profitabilité et le faire passer au-dessus du modèle de délégation qu'on pratiquait précédemment. Et tu as mentionné aussi un élément qui t'est inspirer les maisons. Oui. Comment ça se traduit? Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a toujours un équilibre complexe entre le challenger et l'inspirer. C'est-à-dire, dans le contexte de ce programme, il s'agissait aussi en premier lieu de challenger. La deadline était connue et il fallait négocier le scope. On a eu beaucoup de discussions, notamment sur le MVP, sur la couverture géographique. Notre partenaire YuxNet-A-Porter, qui est un pure player, proposait 90 pays à peu près de couverture géographique. Dans le temps imparti, on a beaucoup challengé ce type d'aspect. On est descendu à 50 pays avec globalement un risque maîtrisé. On parlait de 1% du revenu pour 50% de la complexité du projet. Donc c'est là où le rôle de challenge est important. Et je le soulignais après, sans non plus oublier des objectifs de scalabilité et d'inspiration. Les conversations étaient énormément autour de la notion d'omnicanal, et notamment en termes de fondation, mettre en place des choses en termes de modèles financiers qui nous permettent de faire d'autres choses, des services omnichannel, et à terme d'intégrer des activités, notamment e-retail. Justement, pour illustrer cette approche d'omnicanalité, si tu nous as aussi partagé un peu ce schéma, est-ce que tu veux le commenter? Oui, donc là on retrouve l'intégralité des activités qui sont aujourd'hui orchestrées par notre plateforme. On a débuté par des premières initiatives sur l'omnichannel, notamment la prise de commande et du Ship from Store. Les activités brand website, naturellement, sont les premières qui ont été lancées. L'Indirect Channel, donc toutes les activités e-retail, concessions et marketplace, dans un deuxième temps. L'omnichannel est un layer sur lequel on a posé les fondations en premier lieu, et après on a accéléré en termes de rollout de store. Et en effet, dès le premier jour, on a eu les premières initiatives qui apparaissaient. Naturellement, sur le Go Live, la partie affiliates, export de notre catalogue, etc. Et quelques ramifications, notamment sur l'export de notre catalogue à des apps sur du showroom ou sur des applis non transactionnelles. Et sur ce parcours-là, quels ont été les alliés qui t'ont permis d'avoir du succès dans cette approche? Alors, je pense évidemment des bons partenaires techniques. Ça a été le cas avec Akeneo, mais ça nous a aidé aussi d'aller assez vite sur le marché avec une offre qui était pertinente et en ligne avec les besoins de nos maisons. Évidemment, les gens. C'est-à-dire, je suis arrivé il y a 6 ans, il y avait une équipe qui était réduite à quelques consultants. On avait 90% des gens qui étaient consultants. Il y avait 10 personnes dans une salle. Et il fallait trouver l'expertise. Donc, sur les people, il y a la partie expertise. Aller chercher des gens qui ont l'expertise au sein des marques. Il y a des personnes au sein de cette salle qui nous ont rejoints, qui venaient des maisons, qui ont passé, pour l'exemple que je cite, 18 ans chez Saint-Laurent et tout. C'est ce type d'expertise qu'on allait chercher pour avoir un dialogue métier très fin sur des expertises qui pouvaient être le buying, le merchandising, l'administration du site, l'omnichannel, la logistique, etc. Il y avait une complexité aussi à tacler qui était arriver à créer un esprit one team avec des équipes qui venaient d'horizons très différents, c'est-à-dire des équipes des maisons, des équipes du groupe et au sein du groupe, des équipes tech et des équipes plus métiers. Donc il y a eu quelques ingrédients clés pour arriver en effet à constituer ce one team. Déjà être dans les mêmes locaux. C'est une exception qu'on a créée, qu'on a après fait perdurer après le Go Live. Animer cette équipe comme si c'était une seule et même équipe, les mêmes événements, la même fête de fin d'année, le même bar préféré. Il s'agissait de créer en très peu de temps les gens, mais aussi créer le lien entre ces personnes qui ont des cultures différentes, des managers différents et donc des objectifs différents. Et c'est quelque chose qui a très bien marché. Et je pense que ce qui nous a aidés, c'est arriver à mettre en place un corps modèle qui a regroupé une grosse partie des besoins de nos maisons, sans oublier à un moment les spécifiques qu'on devait adresser pour l'ensemble de nos maisons. C'est clair qu'une des clés de la réussite, c'est vraiment de commencer par le people. Et j'aime beaucoup comment tu le présentes. Et c'est ce qu'on appelle le change. Donc la technologie, c'est une chose, mais pour avoir une bonne révolution, il faut embarquer les gens d'abord. Qu'est-ce qui est pour toi une bonne expérience produit dans un parcours client omnichannel, omnicanal? Vaste sujet. Je pense qu'on a souvent tendance à se concentrer sur l'expérience produit qui est celle qu'on maîtrise le plus. C'est-à-dire, évidemment,
nos brand websites, l'exposition, l'accès aux produits qu'on peut y avoir, les assets, etc. Nos maisons font un travail extraordinaire. Nos expériences de plus en plus immersives, de plus en plus d'assets font désormais de la vidéo, de la 3D, du VTO. On a des choses qui sont très abouties sur l'expérience. Là où j'aime bien élargir la question, c'est nos clients aujourd'hui ne sont pas notre propriété, c'est-à-dire l'expérience qu'ils ont de nos produits et de nos maisons, elle dépasse bien le cadre de ce qu'on veut leur donner sur le brand website ou nos initiatives CRM. Leur vie, c'est aussi d'être exposé à beaucoup de choses. On parlait de nos partenaires sur la partie e-retail notamment. Ils sont libres, en effet, d'aller consulter du contenu, être exposés aux produits, d'aller chercher du conseil où ils veulent. Et c'est là où il a fallu, et en incorporant les différentes activités, se poser les questions de comment on allait pouvoir orchestrer ça. Et si je cite quelques exemples, et pour le donner un peu corps, aujourd'hui, nos clients, en effet, sont très heureux d'avoir des opérations exclusives, pouvoir aller consulter le show en live sur les sites. C'est le cas de l'ensemble de nos maisons. Balenciaga, notamment, fait des opérations autour du show qui sont très abouties pour pouvoir donner accès en pré-order, en exclusivité, directement sur le site, à la seconde près où le show démarre. Mais la vie ne s'arrête pas là pour nos clients. Ils ont aussi envie d'aller sur un de nos partenaires qui distribue nos produits et qui va, à un moment, proposer des offres différenciantes sur du personal shopping dans un contexte multi-brand. Certains autres sont beaucoup plus pointus sur le contenu éditorial. Et l'idée, c'est en effet arriver à prendre en compte l'ensemble de ces contextes, l'ensemble de ces touchpoints et de se placer en designer de cette expérience end-to-end et multi-touchpoint. Justement, on voit du coup cette indépendance quand même des maisons sur leur approche à l'expérience client. Est-ce qu'on peut parler d'une expérience produit unifiée au sein du groupe Kering ou plutôt une expérience par maison? Alors, je pense que c'est tout l'inverse. Je pense qu'il y a un socle qui a été construit sur l'orchestration de la product experience qui, comme je l'indiquais, est commun, c'est-à-dire des outils qui sont à la main de chacune de nos maisons pour orchestrer cette expérience omnichannel étendue. Après, l'idée, je pense que c'est bien illustré par la baseline du groupe Kering, Empowering Imagination. L'idée, c'est que chaque maison doit avoir la possibilité de s'exprimer et de refléter son positionnement dans son expérience client et dans son expérience produit. Donc l'idée, évidemment, c'est se dire qu'on a un système d'orchestration, mais que chaque maison est un chef d'orchestre différent qui va pouvoir définir sa stratégie d'accès aux produits, sa stratégie sur le pré-order, le déroulement de la publication d'une collection avec les dates de présence sur les différents canaux, etc. Et du coup, quelque chose qui reste à la main des maisons, doit rester à la main des maisons, avec des outils qui sont communs entre les 4 maisons que je citais précédemment sur l'orchestration de cette expérience produit. Afin de protéger le tone of voice. Bien sûr. Ouais. Quand on regarde dans le futur, quels sont les prochains challenges pour la maison Kering? Alors, les prochains challenges, et si on se situe évidemment sur la fenêtre du e-commerce, j'entendais tout à l'heure Benoît parler de Composable Commerce. C'est évidemment un gros projet pour nous de faire cette transition vers du Composable. Et sur la partie expérience produit, ça ouvre d'autres perspectives. Aujourd'hui, l'ensemble de nos initiatives ont visé à rationaliser toute l'expérience autour du commerce. On en est très fiers. Mais cet asset, c'est-à-dire un catalogue enrichi à un niveau de granularité très intéressant dans plusieurs langues, etc., est un joyau qu'on va pouvoir utiliser sur d'autres verticaux. Donc avec d'autres potentialités sur l'ABI, l'AI, sur la sustainability, l'optimisation logistique, la traçabilité, etc. Donc le premier enjeu est de décloisonner l'usage de la donnée produit pour lui donner d'autres perspectives au-delà du commerce. Et on parlait tout à l'heure d'AI. Sans vouloir donner un buzzword avant la fin de cet entretien, c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Sur une approche très pragmatique aujourd'hui, notamment la productivité de nos maisons, toujours plus de contenu et un enjeu aussi opérationnel qu'il va falloir tacler, et dans un contexte où nos maisons sont très différentes en termes de taille de revenus, de taille d'équipe, nombre d'expertises présentes, etc. Et l'idée, c'est d'utiliser les AI pour gommer ces différences
et que l'expérience puisse être aussi aboutie sur un site d'une petite marque et comparée avec une marque au dimensionnement d'équipe et de business supérieur. J'ai hâte de voir ça. On arrive déjà à la fin. Peut-être une question plus perso. Petite pause pour faire un peu peur. Quel est ton moteur au quotidien? Qu'est-ce qui te drive? Pourquoi tu te lèves le matin? Il y a plein de choses pour lesquelles je me lève, même au-delà du travail. Mais si on parle de moteur personnel, je vais en prendre deux. Ouais. Je pense que, dans une logique de positionnement groupe, etc., on cherche toujours à avoir de l'impact et le bon impact. Donc évidemment, mon moteur, c'est se dire, est-ce que je vais avoir le bon positionnement, le bon impact, et est-ce que je vais être utile? Potentiellement avoir des gros problèmes dès le matin est une manière de se motiver pour la journée parce que ça nous fait un bon terrain pour être utile et avoir de l'impact. La deuxième partie est aussi connecter les expertises. On est toujours dans des environnements complexes, internationaux, avec des expertises qui sont nombreuses et qui sont des fois pointues sur l'innovation, sur la data, etc. Il y a de la tech, il y a nos maisons, etc. Et donc, en effet, avoir des problématiques de mettre en musique, connecter des expertises différentes pour driver nos succès pour le groupe et pour nos maisons. Très bonne raison. Un grand merci, Julien, d'avoir partagé De rien. tous ces insights. Merci à tous.